découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les victimes d'attaques terroristes, on ne les décompte vraiment plus dans la sous-région ouest africaine. Combien sont-ils à avoir péri du fait de ces dérives intégrationnistes au Mali, au Nigeria, au Burkina Faso et même en Côte d'Ivoire? Les États africains ont-ils une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme? Nous sommes avec le commissaire Ian Lazare, qui est spécialiste des questions de sécurité transfrontalière. Il fut également formateur des formateurs dans la police des Nations Unies. Il est actuellement directeur d'une entreprise de sécurité opérant à Abidjan. Commissaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, je voudrais savoir comment comprendre l'avènement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, une région qui était plus ou moins tranquille, on n'entendait pas vraiment parler de ces choses-là. Quand on parlait de sécurité, on avait plutôt tendance à faire allusion aux coupeurs de route et autres, mais là maintenant, ça devient plus sérieux. Le terrorisme qu'on avait l'habitude de voir à la télévision est aujourd'hui entré de plein cœur dans notre quotidien. Comment est-ce que expliquer ce changement de cap soudain? Oui, il faut dire que les facteurs qui ont engendré ou bien favorisé l'incursion du terrorisme dans notre sous-région sont d'ordre géographique. D'accord. Les facteurs géographiques, les facteurs environnementaux, les facteurs politiques, les facteurs économiques, et puis socio-culturels. Il y a également des facteurs idéologiques. D'accord. Et puis les facteurs religieux. Mais il faut dire que le terrorisme en lui-même, c'est un acte criminel particulièrement grave qui est perpétré généralement contre les civils et des groupes armés ou non armés. D'accord. C'est aussi dirigé souvent contre les forces de sécurité. D'accord. Et alors, il convient de voir l'aspect, en tout cas religieux, idéologique, si nous voulons arriver à bout de ce phénomène. D'accord. Alors là, nous savons depuis environ 2016, notre sous-région ouest africaine connaît des tumultes sur ce plan. Les mouvements intégristes tendent à pulluler un peu partout. Et on a eu la crise libyenne qui a vu la naissance de l'expansion de ces réseaux-là dans la sous-région avec le Mali, le Nigeria. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Et même la Côte d'Ivoire a été frappée en 2016. Et la menace tend à se répandre un peu partout dans les pays limitrophes. Même au Sénégal également, on parle de rumeurs d'attaques terroristes. Comment comprendre cela? Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est les facteurs géographiques. La sous-région est une zone, en tout cas, propice aux terroristes. D'accord. Parce que la bande sahélo-sahélienne, qu'ils veulent maintenant coloniser pour en faire leur zone de prédilection. Une sorte de califat. Voilà. C'est une zone qui leur est favorable. Généralement, c'est des zones qui ne sont pas habitées, qui ne sont pas bien couvertes par les unités de sécurité traditionnelles. Donc, c'est vraiment une zone de prédilection. Mais il faut aussi dire que ces groupes-là prolifèrent aujourd'hui. Ils sont légion. On peut citer entre autres Al-Mourabitoun. Par exemple, dans la bande sahélo-sahélienne, il y a Ansar al-Sharia, ou bien Ansar Din. Il y a AQMI, qu'on dit Al-Qaïda Maghreb islamique. Il y a également les Shebab, dans la Corne de l'Afrique, qui sévissent aussi. Et puis, par réseau interconnecté en Afrique de l'Ouest. Oui, bien sûr. D'accord. Il y a l'État islamique dans le Grand Sahel aussi, voilà, qui est installé au Burkina vers Faso. le bassin de la Tchad. Il y a le Boko Haram, qui aujourd'hui est le groupe le plus meurtrier de tous les groupes terroristes et qui a du prêté monde. allégeance récemment à l'État islamique. Oui, qui a prêté allégeance afin de pouvoir ennoblir son visage et puis peut-être certainement jouir du prestige voilà, intégriste et puis de ce groupe-là. D'aide financière. Parce qu'à un moment donné, vu leur caractère violent et assez barbare, les gens certainement se résignent à venir les appuyer. Mais en prêtant allégeance à l'État islamique, ils ont étendre leur toile, leur réseau,
qui va favoriser le recrutement et puis le financement de leurs activités. Mais comment est-ce qu'on peut identifier justement les sources de financement de ces groupes-là? Vous avez parlé tout à l'heure de financiers qui pourraient se rétracter à cause de certaines dérives sur le plan dans les massacres. Qui sont ceux justement qui financent le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine et qui a intérêt à le faire? Mais essentiellement, c'est les narcotrafiquants, c'est les réseaux de drogue. Les narcotrafiquants peuvent-ils à eux seuls financer il y a aussi l'aspect idéologique. Ceux qui se reconnaissent en cette cause, entre parenthèses, qu'ils défendent. Et puis, il y a l'aspect religieux. Par exemple, quand ils prennent une certaine religion, ceux qui sont adeptes de cette religion-là sont enclins à les soutenir. Notamment du salafisme armé. Voilà. C'est des stratégies, en tout cas, qui sont de nature à engranger des fortes sommes d'argent. Parce qu'il faut qu'ils puissent s'équiper. Vu que les armées s'organisent véritablement du point de vue militaire, il faut aussi qu'eux, en retour, ils aient un armement de points afin de pouvoir faire face. Donc, les femmes sont en avance même sur l'armement des armées traditionnelles. Non, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et là, vous posez le problème de la question de la sécurité transfrontalière. Visiblement, à vous entendre, nos États n'ont vraiment pas la maîtrise de leur espace territorial. Oui, il faut d'abord reconnaître que chez nous, les frontières sont poreuses. D'accord. Et puis, ce sont les mêmes peuples. Il y a l'aspect langue. La même langue est parlée à l'est, à l'ouest, au nord, ainsi de suite. Donc, le cousin, il fait sa plantation ici, le neveu, il est de l'autre côté. Il est toujours difficile de pouvoir dissocier les choses. Il y a donc cet aspect-là qui fait que les personnes peuvent vraiment s'infiltrer facilement. Vous voyez? Donc l'aspect, les frontières, c'est vrai que les armées existent, mais les mécanismes même de contrôle aux frontières sont vraiment fébriles. Sont inefficaces. Tout à fait. Sont inefficaces. Parce qu'il aurait fallu avoir, aujourd'hui on parle de la carte d'identité biométrique, bon, à mon avis, qui peut être une des solutions. Parce que quand... Même si la fraude persiste avec cette innovation technologique. En son temps, au ministère de l'Intérieur, il avait été envisagé le phénomène du mécanisme de choses, comment on appelle ça, comment on appelle ce document-là, pour identifier les passagers au départ des aéroports et des gares. D'accord. Et avoir une traçabilité de leur itinéraire jusqu'à la destination et une prise en charge de leur lieu d'établissement. Vous voyez? Donc, ce mécanisme-là, bon, pour plusieurs raisons, est aujourd'hui en veilleuse, mais je pense que l'État y travaille. Une question de moyens peut-être, comme d'habitude, avec les États africains. Voilà. Donc, si on a mis, par exemple, le manifeste du passager, de sorte que le passager, au départ d'un pays donné, il est identifié. D'accord. Et comme il y a une interconnexion entre les services de sécurité, déjà, s'il embarque pour un pays donné, à partir de là, les services de police et de l'immigration le prennent en charge. Et on le suit. Il arrive que souvent, ce sont des gens qui viennent sur recommandation pour alimenter les cellules dormantes terroristes. Et donc, quand on arrive à identifier les gens au départ, à mon avis, c'est plus aisé de pouvoir les suivre sur leur installation, leurs activités, et puis vraiment les interpeller en temps opportun. C'est quand même difficile de mettre en œuvre cette stratégie parce que la plupart de nos populations ne sont pas identifiées, enregistrées à l'état civil. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, d'autres logistiques aussi. Même au niveau des moyens financiers, l'Afrique se cherche toujours. Et justement, qu'est-ce qui bloque? C'est vrai, on parle de terrorisme, mais il y a beaucoup de concertation autour de la question, un peu partout, avec la France, avec les partenaires internationaux. Mais qu'est-ce qui bloque dans la mise en œuvre véritable de ces stratégies? Oui, il faut dire qu'au niveau des États, l'Amérique a un plan de lutte antiterroriste. Mais mieux, l'ONU a élaboré une stratégie antiterroriste avec l'Union européenne et puis l'UA. L'Union africaine a calqué ce plan de lutte antiterroriste-là sur son continent. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, au niveau des États, les États essayent de définir des plans. Mais véritablement, ce qui ne marche pas, à mon avis, certainement, c'est une mutualisation. C'est une mutualisation de la stratégie et puis
il faut dire, une collaboration plus franche au niveau de... Chaque État veut se défendre à son niveau, alors que le phénomène est plus vaste. Oui, il est transfrontalier d'un pays à un autre, ainsi de suite. Non, il va falloir... C'est vrai qu'il y a le G5 Sahel qui existe, en tout cas qui est une sorte de mutualisation des forces et des moyens. Qui n'est pas encore vraiment opérationnel. Pas véritablement, mais je pense qu'il faut étendre cela, de sorte qu'en Afrique, il est un état-major chargé de la lutte contre le terrorisme. Intégré, mais cela pose le problème de l'intégration. L'État de Côte d'Ivoire est en train de mettre sur pied une école de lutte contre le terrorisme. Avec la France, avec l'appui de la France, justement. Et voilà, cette école-là peut former, en tout cas, les responsables de la sécurité, et puis, à partir de là, avoir un commandement unique, avec un budget unique, un équipement unique, pour permettre aux gens, vraiment, avec un bon réseau de renseignements, de pouvoir arriver à bout de ce phénomène. Mais moi, je tentais de vous demander ceci. Vous parlez, c'est vrai, la stratégie que vous évoquez, elle semble judicieuse, c'est clair, mais jusqu'à présent, même pour le G5 Sahel, qui est un micro-projet entre 4 États, on n'arrive même pas à le mettre sur pied parce que se pose l'épineuse question du financement. Alors, comment est-ce que matérialiser ce que vous venez d'énoncer en 2 minutes? Oui, moi je dis que c'est une question de volonté politique. C'est vrai que la volonté, apparemment, elle existe. En témoignent les différents accords, les différents textes, les différentes conventions qui ont été signées. Quand on regarde, par exemple, les pays de la SADC même sont en train de, au Gabon récemment, se sont réunis et ils ont signé des conventions. La CEDEAO aussi s'est réunie à Yamoussoukro, 2 ans en arrière, a signé des conventions collectives de lutte. Mais véritablement, c'est vrai que les conventions sont signées, les engagements sont pris, mais dans la pratique sur le terrain, on ne voit pas, cela ne se matérialise pas. Avec le financement qui pose toujours problème. Il faut aller aujourd'hui, le phénomène du terrorisme est un phénomène de société vraiment grave, pour lequel tout le monde doit pouvoir conjuguer les efforts, les synergies, pour qu'on puisse venir à bout. C'est un fait qui cause des dégâts énormes. Oui, parce que l'ONU n'est pas prête à financer en tant que telle, hein, parce que les grands bailleurs de fonds dans l'ONU, comme les États-Unis, ne sont vraiment pas enclins à sortir l'argent de leur poche. Ils estiment, même la Chine, hein, qui estime qu'il appartient aux Africains d'auto-gérer cette situation chaotique. Mais, évidemment, parce qu'il fallait que... Pourquoi attendre toujours que ce soit d'autres personnes Non, nous avons un continent assez riche qui a même de générer des ressources pour venir à bout. Mais en regardant même des ressources qu'on ne transforme pas. En regardant même les causes même de ce phénomène-là, le terrorisme, de quoi se plaignent-ils? La malgouvernance, les questions politiques, les questions d'inégalité, les injustices sociales. Et qui attirent justement les jeunes gens vers... Et ça fait que, par idéologie, ceux qui se reconnaissent en ces faits-là rallient facilement ces mouvements. Donc il appartient aux États africains d'abord de veiller à la bonne gouvernance, à une bonne répartition des richesses. Ça commence en amont, avant de descendre sur le reste du processus. Stabiliser la jeunesse. Tout à fait. Parce que quand elle est désœuvrée, elle est là, livrée à elle-même, et que quelqu'un vient lui vendre des illusions, elle est prête à aller même en Méditerranée. Voyez. Et puis il y en a qui viennent dans les groupes terroristes, on fait miroiter un bonheur. En fait, c'est un rêve. Absolument. Ils viennent et puis bon, après ils sont instrumentalisés, ils sont formatés, ils vont s'exploser. Justement. Donc c'est autant de questions qu'il faut que les gouvernants africains vraiment prennent à bras le corps pour pouvoir amener nos États vraiment à se stabiliser, et puis à stabiliser l'économie, et puis bon, le niveau de vie de chaque citoyen doit quand même être un peu relevé. Donc en un mot, améliorer la bonne gouvernance et la gestion des finances publiques. On va terminer en vous demandant en 30 secondes de sortir, selon vous, des stratégies ou une stratégie ou nous deux que vous pouvez recommander à nos États afin véritablement de contourner l'obstacle des moyens financiers qui nous empêche jusqu'à présent, selon nos gouvernants, de parvenir à une véritable gestion intégrée de la lutte antiterroriste dans la sous-région ouest-africaine. Oui, je suggérais par exemple la formation. Vous voyez, aujourd'hui, quand les jeunes sont instrumentalisés, quelquefois même ils sont de bas niveau. Il faut, récemment, il y a le gouvernement américain qui a promis aider les pays africains dans un budget assez consistant pour la formation de la jeunesse.
Je pense Tout à que fait. le premier volet, c'est la formation. D'accord. Ensuite, l'aspect religieux. Je pense qu'il faut sensibiliser. Les gens, au nom d'une religion, quelqu'un, une religion donnée, vont commettre des crimes crapuleux. Il y a des leaders de ces religions-là qui peuvent quand même être des relais, des porte-voix pour dire que non, notre religion ne permet pas cela. Vous voyez, il y a aussi les faits, les aspects idéologiques sur D'accord. lesquels il faut travailler pour que la jeunesse soit assez sensibilisée et qu'un nouveau projet de ce style-là soit présenté pour ne pas qu'il soit tenté d'aller Par cet acheter des aventurisme religions. suicidaire. Voilà. Merci bien vous, commissaire. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité transnationale au niveau de l'Afrique de l'Ouest et vous avez été des formateurs à la police de l'ONU. Vous êtes actuellement directeur d'une entreprise de sécurité à Abidjan. Nous échangions donc sur les stratégies des États pour la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir été là. On va dire au revoir à nos chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.